Aujourd'hui, troisième épisode, la campagne d'Égypte. Au général Bonaparte, qui revient à Paris en décembre 1797, auréolé de ses victoires, le Directoire réserve un accueil exceptionnel. Citoyens, je suis sensible à l'empressement que vous me montrez. J'ai fait de mon mieux la guerre et de mon mieux la paix. C'est au Directoire à savoir en profiter pour le bonheur et la prospérité de la République. Le vainqueur d'Italie tient ferme à son idée. Il faut maintenant attaquer l'Angleterre. Il met sur pied un premier corps de débarquement qu'il réunit et inspecte de la Belgique à la Bretagne. Les Anglais s'inquiètent. D'autant plus que le bruit court que les Français disposeraient d'armes secrètes. De forteresses flottantes capables d'anéantir leur défense. L'on imagine déjà la flotte anglaise, incendiée par le feu grégeois et par celui des nouvelles tours flottantes armées de bouches à feu pour protéger sur les côtes la descente des Français à marée basse. Les vents favorables dirigent d'eux-mêmes des milliers de ballons qui s'enflamment à une hauteur combinée et font pleuvoir sur les vaisseaux anglais un déluge de feu. Seul, sans doute, Bonaparte ne se berce pas d'illusions exagérées. Il souhaite accroître sa gloire par de nouvelles victoires. Le Directoire, de son côté, accepte volontiers de voir s'éloigner ce général un peu encombrant. C'est dire que le projet qui s'impose soudain à Bonaparte d'atteindre l'Angleterre par l'Égypte est bien accueilli par le gouvernement. Bonaparte transporte des côtes du Nord à Toulon son armée, l'embarque sur une immense armada. Comme lieutenant, il emmène Kléber, Davout, Dessay et Murat. Au cours de la traversée, il s'empare de l'île de Malte. Bonaparte, étant parvenu à tromper la vigilance de l'amiral Nelson, commandant l'escadre anglaise envoyée à sa poursuite, arriva le 3 juillet 1798 devant Alexandrie. Malgré une mer très houleuse, le débarquement se fit en pleine nuit à 1 lieue et demie de la ville. Dès qu'il fut achevé, 3 divisions sous les ordres des généraux Bon, Menou, Kléber s'avancèrent au pas de charge contre 3 points de la ville. Ces attaques ayant réussi complètement, des colonnes s'enfoncèrent avec rapidité dans les rues. Mais bientôt, un feu nourri partit des fenêtres des maisons, tua un grand nombre d'hommes.
Cependant, le gouverneur et ses troupes s'étaient réfugiés dans le château du phare. Bonaparte l'y fit investir et en un instant, il fut réduit à demander quartier. L'armée française, victorieuse à Chébresse, arrive le 21 juillet au pied des pyramides. Les Mameluks, au nombre de 13 000, appuyés sur le corps retranché d'Ambahay, où se trouvent 20 000 janissaires et spahis, avec 50 pièces de canon, l'attendent avec confiance. Le brave Mourad Bey à leur tête. Bonaparte fait de ses 5 divisions 5 bataillons carrés et se porte en avant en leur disant « Français, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Les Mameluks s'ébranlent et fondent rapidement sur eux. Le général français se laisse approcher pour les séparer du camp, de manière à ce qu'ils se trouvent tout à coup assaillis par le feu croisé de nos 5 divisions. Les Mameluks font des efforts inouïs pour les enfoncer. Ils périssent, foudroyés par le feu de nos carrés, comme sous les murs d'autant de forteresses. Le camp des ennemis est enlevé à la baïonnette. Ses trésors, ses riches bagages, 400 chameaux et des vivres dont les Français manquaient depuis plusieurs jours tombèrent aux mains des vainqueurs, et la possession du Caire est assurée. Le général Bonaparte voulut visiter le tombeau d'Osiris, époux d'Isis, considéré par les Égyptiens comme le roi le plus bienfaisant qui ait gouverné ce pays. Il descendit avec les savants qui l'accompagnaient et quelques-uns des principaux chefs dans un caveau situé au centre de l'une des pyramides de Gizeh où se trouvait ce monument. Cette pyramide, exécutée par des anciens Égyptiens, toujours grands dans leur conception pour servir de pédestal au soleil et à la lune qu'ils adoraient sous ces deux noms d'Osiris et d'Isis, fut élevée aux astres qui dispensent la lumière. Bonaparte, maître de l'Égypte, entreprit aussitôt de l'organiser et d'y faire aimer la France. Et les poètes arabes chantent « Ô républicain génial, tu as apporté à l'Égypte la lumière, brillante comme une lampe de cristal, Ya Salam. » Mais, les Turcs ayant décidé de s'allier avec l'Angleterre, Bonaparte décide de les attaquer le premier. Il traverse le désert du Sinaï pour les surprendre en Syrie. Cette campagne est extrêmement dure et un grand nombre de soldats sont malades de la peste. Le 11 mars 1799, Bonaparte, général en chef de l'armée de l'Égypte, suivi de tout son état-major, alla visiter à Jaffa les 2 hôpitaux où les blessés et les pestiférés étaient soignés séparément. Il resta plus d'1 heure dans celui des pestiférés et leur adressa des paroles de consolation et d'encouragement. Dans le but de montrer aux malades que l'affection de la peste n'était pas aussi contagieuse qu'ils le supposaient, il en toucha plusieurs et il aida à soulever le cadavre d'un soldat mort de ce mal. Les musulmans le regardaient avec admiration et étonnement. Enfin, sur les vives instances du médecin en chef des Jeunettes, il consentit à se retirer et il quitta l'hôpital comblé des bénédictions de ces malheureux. Lorsqu'il sortit, les officiers de son état-major, justement alarmés, lui firent de vives observations sur son imprudence. « C'était mon devoir, répondit-il avec calme. Je suis général en chef. » Devinant l'intention des Turcs de profiter des vents favorables pour débarquer en Égypte avec l'aide des Anglais, Bonaparte leva le siège qu'il avait mis devant Saint-Jean d'Acre et retourna en Égypte par le désert.
Le 8 août 1799, une armée nombreuse s'était mise en marche de Damas. Elle passa le Jourdain le 17. L'avant-garde se battit toute la journée du 19 à Nazareth contre le général Junot, qui, avec 500 hommes des 3e et 9e demi-brigades, l'a mise en déroute et lui prit 5 drapeaux, et a couvert le champ de bataille de morts. Combat célèbre qui fait l'honneur du sang-froid des Français. Le 14 juin 1799, de retour au Caire avant le débarquement turc, Bonaparte est reçu en triomphateur. Le cheikh El-Bekri offre comme présent au général un superbe cheval arabe noir, couvert d'une housse brodée d'or, de perles et de pierres fines. Un jeune homme conduisait ce cheval par la bride. C'était le jeune mameluc Roustan qui ne devait jamais plus quitter Bonaparte. Bonaparte apprit bientôt que Mourad Bey, avec ses mamelucs, avait reparu à Gizeh. Il sortit sur le champ du Caire avec une partie de ses troupes et se dirigea vers les pyramides. Mais le chef des mamelucs s'était déjà jeté dans le désert. Campé de nouveau au pied de ces célèbres monuments, il était assis près du sphinx de granit lorsqu'un arabe envoyé d'Alexandrie vint lui annoncer le débarquement à Aboukir de 18 000 janissaires turcs protégés par la flotte anglaise. Il prit avec lui les divisions Lannes, Bon et Murat et se porta sur Ramaniche et de là sur Alexandrie afin de reconnaître la position de l'ennemi. Celui-ci occupait l'étroite presqu'île d'Aboukir, protégée par 2 lignes de retranchement, par une forte redoute et par le feu de 30 chaloupes canonnières. Bonaparte se décida de l'attaquer sur le champ avec 6 000 hommes seulement qu'il avait à sa disposition. 2 divisions marchèrent de front au retranchement élevé sur les ailes de l'ennemi, tandis que Murat, avec ses escadrons de hussards et de dragons, y pénétra par le centre. La première ligne forcée, les janissaires rentrèrent en désordre dans le village qui fut enlevé par les mêmes manœuvres. Vaincus une seconde fois, les Turcs se dispersèrent dans un affreux désordre et cherchèrent à regagner les chaloupes anglaises à la nage. Mais le plus grand nombre se noyèrent dans la mer. 12 000 hommes périrent dans les flots ou sur les champs de bataille. Kléber ne put arriver sur le terrain avec sa division que 3 heures après la défaite de l'armée turque. En rejoignant Bonaparte sur le champ de bataille, il se jeta dans ses bras en s'écriant dans son enthousiasme « Général, vous êtes grand comme le monde ». Bonaparte a le sentiment que la situation tant intérieure qu'extérieure de la France se dégrade. Il ne peut pas demeurer plus longtemps si loin de la patrie. Confiant la garde de la nouvelle colonie et le commandement de l'armée à Kléber, il s'embarque le 22 août 1799 pour la France.